La population du monde entier a été émue par l'histoire de Dominique Strauss-Kahn, par son arrêt, par le fait qu'il ait été emprisonné et qu'il est actuellement, qu'il soit en passe de subir un procès accusé de violence sexuelle. Nous apprenons aujourd'hui qu'il plaide non coupable. Et moi je dis, qui saura jamais la vérité? Parole contre parole, disait récemment à l'émission C'est dans l'air, M. Calvi. Mais parole contre parole, on ne saura jamais laquelle est la bonne. Moi j'ai une technique, elle est immuable. En toute chose, quand je veux savoir la vérité, je consulte le modèle absolu. Je lui demande de m'aider en me donnant ses critères et j'utilise à bon escient le mieux possible chacun des critères qui me sont suggérés pour interpréter les situations matérielles sur lesquelles je veux avoir un jugement exact. Telle est ma position en face de DSK. Justement, si je considère cette affaire dans sa première simplicité, je lui vois 3 adresses. Monsieur DSK est envoyé en prison pour 4 jours à Rock Island. Ensuite, on l'autorise à aller vivre dans un appartement qui est situé au 71 Broadway, la fameuse rue qui traverse tout New York et traverse toutes les avenues. Et la 3e adresse, il vient de l'obtenir, c'est au 153 de la rue Franklin, dans un quartier de Manhattan. Nous y reviendrons. Au numéro 153. Moi, j'ai 3 indications. Rock, c'est Roche, le modèle absolu. 71, cela veut dire 70 Aleph. Regardez le système Aleph dans toute sa véhiculation, ses facultés de transport qui sont symbolisées par Broadway. Alors moi, je sais ce que je dois faire. Je dois consulter le modèle absolu, Aleph, et je dois le regarder avec les yeux les plus aigus que je puisse avoir. Après quoi, que dois-je regarder? Bien, le 153. Et qu'est-ce que 153? C'est 100 et 53. Bon, 53, c'est la valeur numérique du mot Gan, qui en hébreu désigne le jardin, l'espace où les choses se passent. Et 100, c'est la lettre Kof, qui est la lettre du retour archigénique. Alors là, je commence à me dire que ce que je dois regarder est extrêmement important. Je dois regarder tout ce qui caractérise l'espace 153 dans lequel se situe l'affaire Strauss-Kahn actuellement, et je dois essentiellement la regarder dans la perspective du Kof, la lettre Kof, parce que la lettre Kof, c'est celle qui amorce le retour archigénique. Les valeurs qui sont au début répercutent sur la fin, et c'est le 1, la valeur 1 Aleph, qui répercute sur le Kof 100 par le 1. Ça, c'est une indication systémique absolue à laquelle on ne peut absolument pas déroger, car elle va nous donner la clé de la situation. Nous savons tous, par la presse qui est gourmande de ces détails, que Anne Sinclair, l'épouse de M. Strauss-Kahn, a eu beaucoup de mal à trouver un appartement. Toutes les locations qu'elle pouvait obtenir lui ont été interdites parce que personne, aucun propriétaire, ne voulait ajouter dans son immeuble un client aussi encombrant avec la presse, les télévisions, les radios, les journalistes, le public qui entoure son affaire, le cerne et lui donne un embarras, disons les choses comme elles sont. Si bien que, à la fin, se voyant refuser toutes les possibilités locatives de la ville, Anne Sinclair a été obligée de louer dans un quartier très huppé de New York, mais toujours dans Manhattan, de louer une maison à des prix faramineux. 35 000 € par mois, 50 000 $, c'est beaucoup plus que je ne peux l'imaginer. Mais elle a été obligée d'accepter cette location
Et nous l'avons vu à la télévision. Qu'est-ce que nous avons vu à la télévision? Écoutez, la façade qui donne sur la rue Franklin. Et cette façade de briques est extrêmement banale. On voit bien que c'est la façade d'un ancien dépôt industriel. D'ailleurs, en bas, le rez-de-chaussée, c'est une devanture de magasin. C'est une vitrine que l'on a occultée par des rideaux. Et on passe par la petite porte comme on entre dans un magasin. Ce devait être un entrepôt de quelque chose. En effet, dans tous ces quartiers de New York et de Manhattan, les immeubles autrefois industriels, les hangars, les dépôts, ont été réhabilités par des décorateurs de grand luxe et sont devenus des appartements ou des maisons à des prix prohibitifs. Alors c'est le cas du 153. À ce propos, je ferai observer que le 153, le chiffre qui est celui de l'adresse, est très rencoigné à la droite de la vitrine sur la portion de mur qui maintient l'immeuble. On le voit de loin, mais on ne voit que ça. Le reste est occulté. Est occulté, mais tout ne l'est pas, parce que nous avons le nom de la rue. Nous savons que c'est la rue Franklin. Bon, ben, en allemand, c'est le Petit Français. En effet, c'est la rue du Petit Français. Et où se trouve-t-elle, cette rue? Elle se trouve dans le quartier qui est surnommé Tribeca. C'est un des quartiers de Manhattan, le quartier très huppé, justement, le quartier en question. Et Tribeca est un mot curieux, parce qu'il est formé de 3 syllabes qui sont des syllabes initiales. Cela veut dire le triangle de la rue qui est au-dessous de la rue du canal. Alors on a pris le tri de triangle, le B de dessous et le K de canal. Et ça donne un mot qu'on a appelé Tribeca, le quartier Tribeca. Alors, ce qui est intéressant dans cette initiative et dans ce nom, c'est sa formation. Il est formé de syllabes qui sont des initiales. Mais Tribeca, ça a un sens pour moi, à mon oreille de française. J'entends le tri ou le tir à du bec, c'est-à-dire qu'il parlera beaucoup. Il y a là une grande éloquence, une éloquence qui m'est promise, et moi j'ai l'intention d'en tirer parti. Le problème, quand on raisonne avec les arguments de la connaissance, c'est qu'il faut les emporter et ne rien perdre à court de route. Donc nous devons ici même nous rappeler que nous sommes dans l'obligation de consulter le modèle absolu sur toute sa longueur comme Baudouin, que nous devons voir essentiellement le site du retour équigénique, le coffre, et que là, nous devons savoir qu'un certain tri ou un certain tir aura une éloquence superbe, à condition, bien entendu, de le faire parler comme on l'entend. Nous en sommes là. Mais dans les événements, nous sommes déjà ailleurs, parce que depuis ce matin, le 6 juin, nous savons que M. Strauss-Kahn a l'intention de plaider non coupable. Et nous savons qui sera le juge dans cette affaire, au départ en tout cas. Et c'est là qu'il est très important de garder à l'oreille le tir du bec qui se trouve au 153 dans le coffre, car le juge qui va juger l'affaire en premier au départ pour l'affaire non coupable s'appelle Monsieur Michael Obus. Alors moi, vous comprenez, une analogie pareille, je ne peux pas la rater. D'un côté, le quartier me parle de tir, et voilà que le juge me parle d'obus. Ben, moi, je comprends qu'il y a un obus qui est tiré quelque part. Et qu'est-ce qu'un obus? C'est une pièce d'attaque qui fait une énorme trajectoire en partant d'une certaine bouche de canon pour aller sur une cible donnée au loin. Or, c'est exactement ce que me disait la rue Broadway et ce que me disait le 71. Suivre l'itinéraire. Eh bien, je vais essayer de voir l'itinéraire de cet obus. Je suis d'autant plus intéressé par le sens
de cette attaque avec un catapulte, c'est que le prénom du même juge, M. Aubus, s'appelle Michael. Et Michael en hébreu, c'est Mi, Kaf, Aleph, Lamed, ce qui veut dire le système ici dit à peu près les mêmes choses que le système divin et que Dieu. On sait ce que Dieu pense de l'affaire. Eh bien, voilà, nous voilà en situation d'avancer, mais d'avancer avec les arguments du modèle absolu qui nous servent de guide. Car si nous n'avons pas ces guides, nous n'avons rien de plus que tout le monde. Alors, quelle est la proposition des éléments que nous avons? Eh bien, il nous propose de penser qu'un certain obus a été tiré de très loin visant la personne de M. Strauss-Kahn, et nous devons essayer de compléter notre investigation de manière à savoir à quelle intention répond ce tir. Ce tir qui a du bec et qui aurait une éloquence formidable. Dans ce cas-là, il faut se rappeler du Koff, qui est aussi une leçon. Le Koff nous parle de retour archigénique. Ce qui est au début se retrouve à la fin, ou comme dit Victor Hugo, avoir fini, c'est avoir déjà commencé. Alors justement, ce qui finit en ce moment a déjà commencé. Eh bien, comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé à l'hôtel Sofitel, et ça a commencé par l'agression, et ça a commencé par un compte rendu au milieu duquel des quantités d'éléments ont joué que j'ai déjà analysés, mais il y en a un dont je n'ai pas tenu compte. Et quand on ne tient pas compte de quelque chose dans une première situation, c'est que l'esprit du monde vous la fait retenir pour le moment où elle sera utile dans la seconde. Et en effet, j'en suis là, ce sont les téléphones. Tous les téléphones, le téléphone a joué de nombreuses fonctions dans cette histoire. D'abord, M. Strauss-Kahn avait 7 téléphones, il en oublie un. Ensuite, il téléphone pour avoir son petit déjeuner dans la chambre. On téléphone que l'agression a eu lieu. Il téléphone de l'avion pour récupérer son appareil. Le jeu des téléphones, des connexions, a été emmêlé et énorme. Et que les téléphones jouent un rôle, même un rôle très actif, est évident. Car la première chose que les avocats de M. Strauss-Kahn ont demandé, c'est qu'on leur donne tous les téléphones de M. Strauss-Kahn. Il semblerait que les juges en aient 3 et qu'ils soient réticents pour les donner. Ils ne veulent pas les donner parce qu'ils pensent que dans ces 3 éléments en téléphone, il y a peut-être des éléments qui sont utiles à l'enquête. Quoi qu'il en soit, le téléphone et les 3 téléphones qui manquent, 3 constituent une unité, signifie que le rôle du téléphone est essentiel dans cette affaire. Il faut donc penser que le téléphone, en tant qu'élément essentiel, a un rôle. Et moi, comme je suis naïve, je me dis, il a un rôle tel qu'il le déclare ouvertement. Eh bien, il y en a un. La personne agressée s'appelle « dit allô ». Et quand je téléphone, en français, je dis « allô ». Pourquoi « allô » ? Parce que ça vient d'un mot grec qui veut dire « l'autre ». J'appelle l'autre, je réponds à l'autre. Eh bien, si elle s'appelle « dit allô » et que je dis « allô », j'ai fait apparaître la syllabe « dit ». Et la syllabe « dit » me rappelle la formation du mot de Tribeca. Et je me dis, dans le nom de Madame Diallo, il y a une autre syllabe qui va sortir. Alors je prends son prénom, Nafissatou. Eh bien, si je prends la première syllabe de son nom et la première syllabe de son prénom, j'obtiens le mot Dina. Ah, ben alors là, Dina, c'est un retour archigénique que je connais. J'ai l'élément, c'est un retour de Genèse. Il faut se reporter à Genèse 34, où il se passe quelque chose d'analogue à ce qui s'est produit à l'hôtel Sofitel au 28-06. Eh bien, Dina est violée. Il y a viol. Dans les 2 cas, nous avons le même problème.
Donc nous avons un retour archigénique possible, en tout cas indiqué, parce que ce qui était au début se retrouve à la fin. Simplement, il faut maintenant voir très bien ce qui était au début, et là, je suis perplexe, car je ne peux rien faire d'autre que vous inviter à lire le paragraphe 34 de Genèse, de son verset 1 à son verset 31, et ensuite nous en reparlerons. Alors je suppose que vous avez lu le chapitre 34 de Genèse, et que vous êtes aussi perplexe qu'on peut l'être après l'avoir lu. Car enfin, que s'est-il passé? Nous savons que Jacob et ses tribus arrivent de Haram, est revenu de Haram, et qu'il s'arrête dans un pays appelé Shelem, dont le gouverneur Hamor a un fils qui s'appelle Shechem. Et nous apprenons que ce fils Shechem a séquestré Dina, qui est la fille de Jacob, la sœur des 12 frères en question, l'a séquestrée, violentée et violée et obtenue par force. Ce qui est évidemment un acte très violent. Là-dessus, Jacob attend que ses frères, que ses fils reviennent des champs pour leur parler de ce qui vient d'arriver à leur sœur. Ces hommes sont indignés et à ce moment-là, la situation qui existe est la suivante. Le violeur, M. Shechem, le fils de Hamor, a demandé à son père de lui obtenir la jeune fille comme épouse. Pour une raison toute simple, c'est qu'il en est devenu très amoureux. Et il en est épris au dernier degré, et il veut l'épouser. Et il offre toutes les compensations possibles pour racheter le fait qu'il l'ait violée. Il y a donc là une situation morale, c'est-à-dire le violeur, ce n'est pas un juif, il n'appartient pas à la tribu d'Israël, ce n'est pas un circoncis, c'est un homme normal, comme aurait dit Coluche, qui a subi quoi? Une impulsion sexuelle très forte, à laquelle il n'a pas résisté, et qui, une fois qu'il l'a eue et consumée, s'aperçoit qu'il a du sentiment, et le texte parle de son âme, et qu'il a été touché dans son cœur. On a l'impression, quand on lit ces textes en hébreu, que le jeune violeur, M. Shechem, a ressenti très fortement une attache cosmique qui le reliait à cette âme sœur que serait Dina. En tout cas, c'est le sentiment que moi j'ai eu. J'ai eu l'impression que quelque part, son acte était motivé par une situation naturelle, très forte, trop forte. Ceci dit, il offre des compensations, il offre de l'épouser. Tout ça est juste. Du point de vue de l'action sociale, c'est irréprochable. Mais les fils de Jacob ne l'entendent pas de cette oreille. Ils estiment que Israël a été lésé, honteusement blessé, et ils s'estiment, eux, être Israël. Mais dans la Bible, au moment de cet incident, de cet accident, Israël, c'est Jacob, seulement Jacob. Il a été nommé Israël la veille, au moment de passer le gué de Jabok. La confirmation n'est même pas encore donnée. Par conséquent, il y a un abus de langage de la part des fils de Jacob. Ils s'attribuent l'identité sociale d'Israël en abusant du nom qui vient d'être donné à leur père. Et au nom de cette participation au thème Israël, ils fomentent un acte extrêmement rusé et dangereux. Ils disent à M. Hamor et à son fils qu'ils acceptent le mariage, ils acceptent l'union des deux peuples, à condition que tout le monde se fasse circoncire, comme ils le sont eux-mêmes. Et les hommes, en très bonne foi, le garçon violeur, de très bonne foi, accepte tout de suite. Et ensuite, ils essaient de convaincre tous les hommes de leur région d'accepter la circoncision
en leur faisant un peu miroiter, si vous voulez, le fait qu'il y a des troupeaux, de l'argent à gagner. Et que font les fils Siméon et Lévi? Eh bien, au 3e jour de la circoncision générale, où tous les hommes souffrent et ne peuvent pas bouger, ils prennent leurs épées et ils massacrent tout le monde. C'est-à-dire qu'ils se sont servis de la circoncision comme d'une arme de guerre, ce qu'elle n'est pas. C'est un thème d'alliance avec une vérité ontologique. On ne peut pas s'en servir comme un canon. Or, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a donc dans ce passage des fautes commises par la société juive et des fautes qui demeurent inscrites dans la mémoire biblique, puisqu'elles y font l'objet du chapitre en question. Alors, vous comprenez, si l'obus dont nous avons parlé part de Genèse, comme le téléphone Diallo nous le fait croire, et le nom de la victime nous invite à le penser, l'obus, qu'est-ce que c'est? C'est tout l'événement 34 qui se projette à travers les temps comme un projectile qui se projette du passé d'il y a 4000 ans sur la personne de M. Strauss-Kahn, qui est alors la cible de quoi? Eh bien, on pourrait presque dire d'un acte mémorisé, d'un acte violent mémorisé. Or, c'est connu du monde entier, tout le monde connaît le mot karma. Karma, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le dictionnaire indien, cela veut dire la loi des actes. Parce que la mémoire du système, c'est une chose. Et la mémoire des actes, c'en est une autre. Et il arrive que les actes qui sont tellement fortement mémorisés soient précisément, comment dirais-je, sanctionnés d'une présence systémique trop forte. Ce sont des actes, certes, on ne voit que l'acte, mais derrière l'acte, il y a une situation. Et nous avons vu que dans Genèse, la situation existe. Il y a donc une projection karmique qui s'est produite sur M. Strauss-Kahn. Je ne la donne pas pour excuse, je la donne comme un fait, car nous sommes des esprits qui ne sont pas seuls en eux-mêmes. Nous sommes des consciences habitées par différentes énergies, celles de notre vie personnelle, celles du cycle dans lequel nous vivons, celles du cosmos. Il y a des associations d'énergie qui manœuvrent nos consciences. Et les kabbalistes considèrent qu'en effet, il y en a toujours 3. Ce qui fait dire à Cervantes que le fil formé, la tresse faite de 3 fils ne brise jamais. C'est celle qui unit l'énergie personnelle à l'énergie cyclique, à l'énergie cosmique. S'agissant de Genèse 34, on est bien obligé de tenir compte de tous ces éléments. Et on est obligé de voir, avec le plus grand sérieux, qu'il y a là un karma assez terrible. Un karma qui concerne non seulement l'homme qui va le subir, mais qui concerne son insertion à l'intérieur de l'entité sociale à laquelle il appartient, la communauté juive. M. Strauss-Kahn est un juif. Il appartient normalement à la communauté juive. Mais c'est un juif, c'est un économiste, c'est un homme de banque, d'argent. D'ailleurs, il dirige le Fonds monétaire international, il est donc un banquier de haut luxe. On ne voit pas en lui que soit présent ce que la Bible recèle en tant que livre de révélation. Les révélations qui forment la doctrine kabbalistique ne sont pas en lui. Il échappe totalement à cette nuance. Et on retrouve dans ce fait la même notion que les fils de Jacob quand ils croient qu'ils sont Israël alors que la chose n'est pas encore précisée. On ne sait pas encore vraiment. On sait que Jacob est Israël, mais il n'est pas confirmé, il le sera un peu plus tard. On voit donc que M. Strauss-Kahn a été une cible
pour un obus d'origine biblique qui a visé en lui un juif privé de ses relations avec la communauté spirituelle. Et ça, c'est une situation. Je ne vous en parlerai pas davantage aujourd'hui, car ce qui va ressortir nous concerne de trop près. Nous sommes, nous aussi, dans une situation difficile de retour acrygénique. Et ce retour acrygénique, on ne peut pas en faire le tour avec un petit flash. Je parle de karma et je dois dire que j'ai une certaine expérience du phénomène. Si je ne savais pas comment agit un karma, j'aurais le plus grand mal à imaginer ce qui est arrivé à Strauss-Kahn, car il lui est arrivé quelque chose, il l'a dit. Quand il téléphone à sa femme, il dit « Je ne sais pas ce qui m'a pris ». Eh bien, je vais vous raconter comment moi, j'ai eu la révélation d'un certain karma qui m'occupe. Aux alentours de 1953-54, un jour, en descendant l'escalier de mon appartement, de ma maison, dans l'obscurité, j'ai eu tout à coup, dans ma conscience, l'idée que je descendais cet escalier en portant très maladroitement une valise chargée de débris humains appartenant à une personne que j'étais supposé avoir assassinée et coupée en morceaux. Je dois dire que mon esprit a été envahi par le sentiment que j'en étais là. Et c'est quand j'ai été dans la rue, après avoir ouvert la porte, que je me suis rendu compte que c'était comme un rêve. Seulement le lendemain, en descendant le même escalier, j'ai eu de nouveau la même image. Et à ce moment-là, cette image, comme elle revenait pour la seconde fois, m'a préoccupé. Je l'ai regardée avec attention et j'ai vu, j'ai entendu, si vous voulez, quelqu'un qui me parlait à travers ça et qui me disait « c'est à moi que c'est arrivé ». C'est-à-dire que j'étais en communication avec quelqu'un qui avait été coupé en morceaux. Le lendemain ou le surlendemain, en lisant la biographie de Rabbi Akiba, j'ai appris que celui qui avait eu les chairs coupées en morceaux, accrochées à des crochets de boucherie, c'était lui. Et ce jour-là, j'ai pensé qu'en mourant, comme la conscience reste quelques heures en progrès, il s'était vu suspendu les chairs et qu'il avait enregistré cette image, il l'avait envoyée vers l'avenir et que c'est cette image qui m'avait touché. Naturellement, je n'avais assassiné personne, je n'avais pas de valise de la chair coupée en morceaux, mais j'avais vécu la transmission d'un message subtil, hyper subtil, venant par-delà 2000 ans, d'une personne que je considère comme le grand moteur de ma pensée.